De la matinale sur la première. Bonjour Thierry Santa. Bonjour. Alors on le disait, la rentrée à taux plein, si on peut dire, s'est effectuée hier. Quels sont les retours que vous avez eus après cette reprise des cours à effectif complet ? Des retours plutôt positifs, puisqu'on constate quasiment 90% des élèves ont repris les cours donc hier matin, ce qui est un taux tout à fait honorable. On a un taux d'absentéisme finalement qui est très très proche du taux classique. Et ça prouve que les Calédoniens ont confiance en les mesures que nous avons prises pour organiser cette rentrée à taux plein dès hier. Je me permets de profiter de l'occasion pour remercier d'abord la population calédonienne de cette confiance que je viens d'évoquer, mais aussi surtout les enseignants qui ont fait preuve d'une capacité d'adaptation quand même assez extraordinaire ces 4 dernières semaines, puisque rappelez-vous, on a eu d'abord la période de confinement strict, où une continuité pédagogique a été organisée par des réseaux, par le système informatique, et c'était quand même la première fois que ça arrivait, et je tiens à saluer encore une fois l'effort des enseignants à la matière. Ils ont été aussi très réactifs dans l'organisation des 15 premiers jours de déconfinement, de début de déconfinement qu'on a connu ces 15 derniers jours. En province sud et aux îles. En province sud et aux îles essentiellement, puisque vous le savez, la province nord a décidé d'ouvrir que depuis hier. Et là encore aujourd'hui, donc une capacité d'adaptation, puisque les choses se passent avec malgré tout des recommandations de la DAS, de notre autorité sanitaire, et qui sont mises en œuvre dans les différents établissements scolaires. Alors on en parlait avec Maliane Kouan pour les titres du journal de 6h30. Il y a en gros 5 semaines de cours qui ne se sont pas déroulés comme prévu. Là, les cours reprennent, mais avec des temps imposés qui peuvent empiéter sur le temps d'enseignement. Le vice-recteur nous le disait. On parle d'aménagement. Quelle est la réflexion à ce niveau-là ? C'est une adaptation à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Que personne n'oublie qu'on est malgré tout entouré de Covid-19 partout autour de nous dans le monde. Et même si on a quasiment la certitude aujourd'hui d'une absence de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie, les responsables politiques que nous sommes ne peuvent pas ne pas envisager tous les cas de figure, y compris le cas donc d'un cas positif au sein de la population calédonienne. Et donc, on doit forcément adapter toute notre organisation, et en particulier scolaire, en ayant cette éventualité à l'esprit. Et c'est ce qui a dirigé le gouvernement collégial dans le choix des mesures qui sont mises en œuvre depuis hier, pendant les 6 semaines qui viennent. Et par rapport au calendrier scolaire, par rapport au rattrapage des cours, le vice-recteur nous disait hier qu'il demande un allègement des programmes pour éviter la pression. Comment la décision va être prise ? Quels vont être les aménagements qu'on peut envisager dans l'avenir ? On a la chance en Nouvelle-Calédonie d'être compétent en matière d'enseignement et de programmes d'enseignement, même si nous devons garder les éléments fondamentaux des programmes nationaux, puisque les diplômes restent des diplômes nationaux. On a quand même cette capacité d'adapter notre système scolaire en fonction de nos réalités. Et peut-être que la situation sanitaire que nous avons connue, que nous connaissons, encore aujourd'hui, va nous inciter à faire évoluer notre système pédagogique, peut-être plus proche des capacités, des capacités physiologiques, des capacités intellectuelles de nos enfants. On a autour de nous, dans le Pacifique, des modes de fonctionnement un peu différents, en Nouvelle-Zélande, en Australie par exemple, où on a une part d'enseignement théorique un petit peu moins lourde que ce qui existe au niveau national, et une part ensuite d'artistique, de sport un peu plus élevée. Peut-être que c'est des choses dont on va pouvoir s'inspirer et qui vont nous permettre de faire évoluer notre système de santé. Ça veut dire que le coronavirus pourrait être une occasion de mettre sur place et de lancer la réforme des rythmes scolaires qui est tant réclamée depuis des années ? Entre autres, ça sera l'occasion, mais de toute façon, dans tous les domaines, le coronavirus, la crise sanitaire, va nous obliger à réfléchir un peu différemment, déjà aujourd'hui, mais même demain, même le jour où la situation sera réglée au niveau mondial, ce que j'espère le plus vite possible, mais ça veut dire avec l'existence d'un vaccin. Je crois que tout le monde ne pourra pas faire abstraction des semaines et des mois qu'on aura vécu les uns et les autres, et de l'impact surtout de ces semaines et ces mois, pour nous inciter à envisager les choses différemment au niveau économique, au niveau social, au niveau scolaire, à tous les niveaux.
7h07, l'invité de la matinale, je le rappelle, ce matin, nous sommes avec Thierry Santal, le président du gouvernement. Le standard est ouvert, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Nous avons déjà un auditeur à l'antenne, il s'agit de Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour tout le monde, bonjour monsieur Santal. Bonjour. Moi, je voudrais vous féliciter pour ce que vous avez fait pour cette épidémie-là, cette pandémie-là, parce que je pense que vous avez été à la hauteur de la situation. Donc, je vous remercie pour ça. Et je voudrais savoir pourquoi vous vous êtes levé si tôt pour être coupé à chaque instant que vous parlez. Voilà, merci et bonne journée. Et merci encore pour ce coronavirus. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe, merci pour ces gentils mots. C'est vrai que ça a été un effort constant ces dernières semaines de gérer cette crise. Mais je ne suis pas tout seul. Il ne faut pas oublier tout le gouvernement collégial qui m'accompagne. Bien sûr, le représentant de l'État, vous le savez, c'est un sujet qu'on a traité à deux du début jusqu'à la fin, encore aujourd'hui. J'oublie pas non plus le Sénat coutumier, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil économique, social et environnemental. On a essayé de garder cette unité de toutes les institutions et de l'État pour traiter au mieux cette crise sanitaire. Et effectivement, les résultats, on peut le dire, sont là, mais il faut continuer à rester vigilant et pas baisser les bras. Les choses ne sont pas terminées. Je le répète, la Calédonie est un petit pays au milieu du Pacifique, avec le monde entier autour de lui qui est contaminé par le virus. Et donc, malgré toutes les mesures que nous prenons, nous avons ce devoir de rester vigilants, cette responsabilité, et il faut que les Calédoniens gardent également cela à l'esprit. Et je crains, hélas, que ces derniers temps, je sens un petit relâchement. Donc, si je profite de l'occasion pour rappeler à tous la vigilance qui doit être la nôtre et que les mesures que nous préconisons sont encore aujourd'hui nécessaires pour vraiment préserver au mieux la santé de tous les Calédoniens. Vous évoquiez le rôle du gouvernement collégial. Il y a une absence qui a été notée par beaucoup, c'est l'absence de Valentine Risouquet, membre du gouvernement en charge du plan d'Ocamo et donc logiquement de la santé. On l'a vu à un seul point presse. Beaucoup ont noté cette présence assez fantôme. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que c'est pas vrai du tout, puisque Valentine a participé à toutes nos discussions collégiales, a donné un avis sur tous les sujets, a contribué très objectivement à la gestion de cette crise, puisque, comme vous le dites, elle est responsable du plan d'Ocamo et elle fait partie avec moi au niveau du gouvernement collégial des deux responsables chargés de la direction des affaires sanitaires et sociales. On a travaillé en étroite collaboration du début jusqu'à la fin et je ne peux que remercier tout le travail que Valentine Risouquet a pu mener dans la gestion de cette crise. Le 4 mai, c'était donc le début du déconfinement. C'était aussi donc le retour, si on veut, à la normale avec un imbroglio au niveau de l'obligation des masques, notamment dans les transports en commun. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire précisément quelles sont les règles pour le port du masque dans les transports publics ? Alors, je vais surtout vous expliquer la philosophie générale qui sous-tend l'arrêté conjoint que j'ai signé avec le haut-commissaire et qui met en œuvre donc, les dispositions depuis hier et pendant les 6 semaines à venir. Le principe, c'est que, je vous le disais, on a une quasi-certitude, 99,4% de chance qu'il n'y a pas de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. D'une part. D'autre part, vous le savez, des mesures extrêmement strictes ont été mises en place à l'entrée sur le territoire de tout voyageur, quel qu'il soit, aérien, maritime, pour éviter l'entrée du virus en Nouvelle-Calédonie. Sur la base de ces éléments-là, nous ne pouvons pas, malgré tout, faire abstraction de l'éventualité où, peut-être, malgré tout, une personne serait contaminée au sein de la population. Un cas importé, c'est-à-dire mis en hôtel, en confinement à l'hôtel, c'est tout à fait possible et c'est géré de manière totalement efficace avec une rapidité d'envoi de la personne en confinement strict à l'hôpital et de traitement des cas contacts qui, par définition, sont très peu nombreux dans le système qui a été mis en place. Donc on reste quand même vigilant sur le risque que. Et sur la base de ces éléments-là, il faut 2 choses. Il faut pouvoir identifier très vite
une personne potentiellement malade, et là ce sont tous les tests que nous faisons tous les jours, depuis maintenant plusieurs semaines, et qui depuis plusieurs semaines sont négatifs, et qui nous permet d'avoir cette certitude d'absence de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut aussi pouvoir identifier surtout très rapidement les cas contacts, ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire les personnes autour de la personne malade. Et en ayant ça à l'esprit, ça veut dire que tout ce qui est regroupement est un cluster potentiel. D'accord ? Et pour pouvoir identifier rapidement des cas contacts, il faut que dans ce cluster, soit on connaisse les personnes qui constituent le cluster, et là, alors, excusez-moi, la première chose, c'est de respecter les gestes barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale d'1 mètre. Si on a ce principe-là qui est mis en œuvre, pas de souci, les choses se passent bien, on n'a pas d'obligation de port du masque ou quoi que ce soit. On n'a pas d'obligation d'avoir le nom et le téléphone des gens. On n'a pas cette obligation-là puisque les mesures barrières sont bien mises en œuvre. Dans le cas contraire, avec un regroupement où on ne peut pas certifier la distanciation sociale. Là, il faut 2 choses. Soit connaître les personnes, et là, pareil, les choses peuvent se passer normalement sans forcément porter de masque, puisque au cas où une d'entre elles serait positive, on peut rapidement identifier les cas contacts. Si on ne peut pas avoir cette identification, à ce moment-là, il y a une obligation de port du masque. Et si enfin on ne peut pas identifier, on a un cluster où on ne peut pas identifier avec l'absence de distanciation sociale, où on ne peut pas identifier les personnes et on ne peut pas garantir le port du masque, ces activités-là restent fermées ou interdites et donc pendant les 6 semaines. Et donc dans les transports, vous avez plusieurs cas de figure. Dans les transports aériens, par exemple, les gens sont identifiés. Vous achetez votre billet d'avion, chaque vol, on connaît parfaitement les personnes qui sont dans l'avion. Donc il n'y a pas d'obligation du port du masque. Néanmoins, il y a une forte recommandation, mais il n'y a pas d'obligation du port du masque. À l'inverse, dans les bus, là on n'identifie pas les gens, puisqu'il y a un achat de tickets, mais pas de manière individualisée. Là, il y a une vraie obligation de port du masque. Même si je sais qu'au jour où on se parle, les choses ne sont pas totalement respectées. Oui, on l'a vu dans le reportage hier soir dans le journal télévisé. Personne n'y avait. Il y a des sanctions qui sont prévues ? Voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Donc on va procéder à des contrôles. Les chauffeurs de bus ne sont pas forcément les plus à même de mener ce genre de contrôle. Eux, ils doivent contrôler que la personne a bien payé son billet, surtout. Ça, c'est leur rôle. Là, il s'agit bien de contrôles plutôt de force de l'ordre. Et on va faire ces contrôles réguliers au sein des transports en public terrestres pour s'assurer que les gens portent bien leur masque. Et effectivement, des sanctions sont prévues, pécuniaires d'abord, mais qui peuvent aller au-delà si nécessaire. On se dirige du côté du Standard pour accueillir Thierry. Bonjour Thierry, vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, bonjour messieurs, bonjour monsieur le président. C'est tout Bonjour. d'abord pour vous féliciter, vous, votre équipe, vos collaborateurs, pour la gestion efficace de ce que nous venons de saisir là, subir. C'est une chose. Vous-même, qui avez montré d'exemple en vous confinant pendant 14 jours, c'était extraordinaire cette façon de procéder, digne d'un grand monsieur. Autre chose maintenant. Concernant les billets d'avion, les gens qui ont acheté un billet d'avion, j'ai bien compris, ils ne seront pas remboursés. Mais ça, c'est un vol organisé et c'est pas normal. Faites quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Merci Thierry. Thierry Santa, j'allais y venir. Il y a un texte qui doit passer au Congrès par rapport à cette problématique. L'UFC Que Choisir pointe un texte contraire au droit civil, anticonstitutionnel. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, en effet, ce qui est prévu, donc, qui va être débattu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ce jeudi, pas plus tard que ce jeudi, prévoit la possibilité pour les compagnies aériennes et les agences de voyage de ne pas procéder au remboursement des billets d'avion et de transformer donc, ces billets d'avion en avoirs pendant 18 mois pour pouvoir être utilisés à terme à nouveau par les personnes. Ce choix a été guidé par une réalité économique qui est face à nous. Alors, il faut juste savoir que c'est un principe qui va être utilisé dans le monde entier, par toutes les compagnies aériennes mondiales et par toutes les agences de voyage mondiales, puisque tout simplement, si on obligeait la compagnie Air Calin, pour prendre celle qui nous concerne plus particulièrement, à rembourser la totalité des billets d'avion qu'elle a déjà perçus, ça représente une somme de 2,5 milliards. Si vous demandez à Air Calin de rembourser 2,5 milliards, vous mettez la compagnie en faillite dans les 2 mois qui viennent. Et je ne crois pas qu'on en ait besoin. Au contraire, aujourd'hui, heureusement que la Nouvelle-Calédonie a une compagnie nationale, même si le mot ne va pas plaire à tous,
C'est grâce à elles qu'on continue à être approvisionné en produits de première nécessité et surtout de produits sanitaires pour le traitement de nos malades. C'est grâce à elles qu'on a gardé un lien minimum et qu'on a pu rapatrier tous nos Calédoniens, même s'il en reste encore un certain nombre. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. C'est vraiment grâce à l'existence de notre compagnie. Si on n'avait pas eu cette compagnie à disposition, nous aurions été dans une situation extrêmement, extrêmement compliquée ici en Nouvelle-Calédonie. Et pour autant, les consommateurs... Et on ne peut pas se permettre de perdre cette compagnie. Et même si j'entends parfaitement le mécontentement donc, des consommateurs en question, je leur demande d'être compréhensifs, de garder ces billets en leur possession. Encore une fois, ils ne les perdent pas. Hein. Ils ont un avoir. Et dans le futur, quand on aura retrouvé, pas forcément une complète circulation internationale, mais on va bien à un moment donné ou à un autre permettre à nouveau aux Calédoniens de pouvoir voyager, et ben, ils pourront utiliser le billet en question. Rapidement Thierry Santa, parce qu'on est déjà à la fin de cet entretien. Par rapport au rapatriement, vous l'évoquiez, où en est le plan de rapatriement ? Alors aujourd'hui, il nous reste à peu près un peu moins d'1 millier de personnes qu'on peut qualifier de rapatriés, c'est-à-dire des personnes qui ont été bloquées, bien sûr, pas de leur fait, du fait de la suspension des vols à la fois de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi des aéroports des pays dans lesquels ils se trouvent. Hein. Ça a été général, hein, cette suspension des vols internationaux. Et donc, un peu moins d'1 millier de personnes à ramener en Nouvelle-Calédonie, mais on a depuis maintenant d'autres personnes qui se rajoutent au fur et à mesure. On a déjà un peu plus de 1000 personnes qui se sont inscrites sur le site du gouvernement, qui souhaitent venir en Nouvelle-Calédonie ou rentrer en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'étaient pas forcément dans une situation de blocage telle que je viens de la décrire. Des gens qui ont fini leur cursus scolaire, par exemple des étudiants qui veulent rentrer à la fin de leur cursus scolaire, des personnes qui ont fini un traitement médical qui suivaient ailleurs dans le monde et qui ont fini ce traitement et qui souhaitent maintenant rentrer. Donc il y a des enseignants qui vont venir remplacer d'autres enseignants, du personnel de santé qui va venir remplacer du personnel de santé au CHT ou ailleurs. Donc tout ça se met en place. On continue à organiser cette venue progressive de la population, à la fois des Calédoniens à rapatrier, mais aussi de tous ceux que je viens d'évoquer. Et j'oublie pas les militaires, et j'oublie pas les gendarmes, même si ça fait polémique. Ça fait partie de la réalité d'une cité, du fonctionnement normal d'une cité. Donc il faut organiser progressivement cette arrivée petit à petit des Calédoniens, mais dans le respect strict des mesures préconisées par notre autorité sanitaire, par la direction des affaires sanitaires et sociales. Vous assurez ce matin que tous, y compris les militaires, y compris les médecins, feront leurs 14 jours à l'hôtel et une semaine à domicile. 21 jours de confinement. Soit à l'hôtel 14 jours, ça c'est le principe normal, on va dire 14 jours à l'hôtel et une semaine à domicile. Mais pour les militaires et les gendarmes, des protocoles spécifiques ont été mis en place. Même si la plupart d'entre eux respecteront stricto sensu le principe, d'autres pourront être confinés 21 jours en casernement, mais dans le respect des protocoles de la DAS tels qu'ils sont définis dans les hôtels en l'occurrence. Et comment il y aura et ces militaires en casernement, quel contrôle il y aura pour être sûr que ce soit... Il y a une direction interarmée de santé qui existe, qui gère les militaires, les gendarmes, enfin toutes les forces armées et militaires de Nouvelle-Calédonie, qui est en lien étroit avec notre direction des affaires sanitaires et sociales, la DAS, et qui va appliquer stricto sensu les protocoles définis par la DAS, et la DAS sera chargée bien sûr du contrôle de l'application de ces protocoles. Thierry Santa, président du gouvernement, on avait encore beaucoup de questions, malheureusement on est arrivé à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci de l'invitation. C'était l'invité de la matinale sur la première.